Voilà, à l'instant donc le zapping matinal de Matin Bonheur où l'on a donc pu passer en revue des émissions de RTI 1 et RTI 2 et bientôt vous aurez donc des apparitions des émissions de la radio Fréquence 2 et Radio Côte d'Ivoire. On a pu voir dans ces éléments Eva et sa mouche, la fameuse mouche, Milefait qui chantait de l'eau à boire, d'accord. Voilà. Elles sont avec nous. Nous poursuivons donc ce long chapelet de consultants et d'invités. Elle, c'est Marguerite Kofi, qui est magistrat hors hiérarchie, directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la justice. Vous venez et de la jeunesse. Voilà, vous venez donc du ministère de la Justice et des droits de l'homme. Voilà. Avec vous, nous parlerons donc du thème la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Présentez-nous brièvement votre direction. Ma direction est en quelque sorte la direction sociale du ministère de la Justice. Nous nous occupons du pan social, c'est-à-dire du travail sur les plus jeunes, ceux qu'on considère comme mineurs, et à plusieurs qualités. Ils sont soit infracteurs, soit victimes de certains faits, soit témoins de certains faits qui les conduisent devant la justice. Donc c'est ma direction qui est en charge de ces questions-là. D'accord. Alors comment peut-on définir l'enfant selon la loi ivoirienne? Selon la loi ivoirienne, l'enfant se définit à deux niveaux, au niveau pénal et au niveau civil. L'article 14 du Code pénal dit que l'enfant, c'est celui qui a moins de 18 ans révolus. Tandis que la loi sur la minorité le définit comme tout être de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore 21 ans révolus. Quand la loi parle de révolu, utilise le terme révolu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore les 18 ans complets. On ne devient majeur pénal qu'à 18 ans plus un jour et majeur civil qu'à 21 ans plus un jour. Donc c'est-à-dire si on a peut-être 17 ans, 9 mois ou 11 mois, on est toujours considéré comme mineur. Même si vous avez 17 ans, 29 jours, vous êtes mineur pénal. Il faut avoir les 18 ans pleins plus un jour. D'accord. Alors dites-nous, quand on nous par le vocable protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse? Par le vocable protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, il faut entendre toutes les règles qui sont édictées par l'État et par l'administration de la justice pour prendre en charge la problématique des mineurs, des mineurs dans leur ensemble. Parce que nous ne devons pas perdre de vue les trois statuts du mineur au niveau de la loi pénale, de la loi dans son ensemble. Et bon, quand je parle des trois statuts du mineur, il y a le mineur infracteur, c'est-à-dire le mineur qui commet une infraction à la loi pénale. Il y a le mineur qui est victime d'un abus ou de fait quelconque et qui est confronté aux structures judiciaires. Et puis il y a le mineur qui est témoin d'un fait qui le conduit devant la justice. Il doit témoigner d'un fait. Compte tenu de sa minorité, de son statut de mineur, il y a des dispositions particulières qui sont prises en ce qui le concerne. On ne peut pas entendre un mineur comme on entendrait un majeur. Et pour cette raison d'ailleurs, lorsque le mineur est infracteur, la loi décide que c'est un juge particulier qui doit le juger, qu'on appelle juge des enfants. C'est donc ce profil d'enfant qui est donc concerné par cette procédure judiciaire? Oui. D'accord. Alors, existe-t-il d'autres formes de protection judiciaire, hormis celles qu'on connaît déjà? De protection, vous voulez oui, de formes de protection. Oui, il y a d'autres formes de protection. Il y a la protection judiciaire dont j'ai parlé tantôt. Il y a la protection administrative. Il y a la protection sociale. Il rentre aussi dans le cadre de la protection administrative. Donc, il s'occupe plus du volet social et qui est dévolu au ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Et puis, il y a aussi la protection médicale. Selon les disciplines sous les langues desquelles on se place, il y a un type de protection spécifique. D'accord. Parlons maintenant de ces différentes protections pour les différents profils d'enfants. Protection judiciaire pour ces différents profils d'enfants. Le ministère de la Justice a donc mis en place la direction qui m'est confiée. Cette direction a été créée en 2000 et pour son travail, elle s'est dotée de deux sous-directions principalement. Il y a une sous-direction qui s'occupe de tout le volet pénal, c'est-à-dire de l'enfance délinquante, donc des enfants qui sont en conflit avec la loi.
Et il y a une autre sous-direction qui s'occupe de l'aspect, disons, civil de la protection de l'enfant, c'est-à-dire de tous les cas d'enfants en difficulté morale, en danger moral, les enfants qui subissent les abus de toutes sortes et tout cela. Il y a une sous-direction qui les prend en charge. Et pour le faire, notre direction est dotée de plusieurs structures. Dans la zone d'Abidjan, nous avons principalement 4 structures. Il y a la structure de l'assistance éducative qui est au plateau. Il y a la structure de la liberté surveillée qui est au sein du palais de justice. Il y a le centre d'observation des mineurs qui est à l'intérieur de la MACA, malheureusement. Et puis il y a le centre de réinsertion de Dabou. Et puis auprès de tous les tribunaux de l'intérieur du pays, nous avons des représentations. Alors dites-moi, comment les enfants arrivent à être confrontés à ces différentes procédures? Bon, je dirais que c'est un phénomène lié à la société. C'est un phénomène lié même à la... Pardon? À la société, à savoir? À savoir, bon, la crise économique, la démission des parents, c'est un point essentiel, hein, une cause essentielle de la délinquance. Peu de parents se préoccupent du problème de leurs enfants. Et c'est là même le travail de l'assistance éducative. Parce qu'il y a des mineurs qui comparaissent dans le système judiciaire, qui sont confrontés au système judiciaire et dont on ne retrouve pas les parents. Alors que quand un enfant est pris dans les filets de la police ou de la justice, tant qu'on ne retrouve pas ses parents, on ne peut pas le relâcher. Ce serait comme si on le relâchait dans la rue. Et c'est ça qui crée le phénomène des enfants de la rue et tout ça. Bon, donc, il faut absolument retrouver les parents du mineur ou au moins un répondant, une personne digne de foi, avec qui on peut collaborer dans le souci de redresser l'enfant. Bon, donc il y a cet aspect de la démission des parents. Il y a l'analphabétisme aussi, qui fait que les enfants sont livrés à eux-mêmes, s'adonnant à l'oisiveté. Et bon, comme l'oisiveté est la mère de tous les maux, vous voyez que quand les enfants s'inscrivent dans ce créneau-là, ils sont exposés à tout. Il y a les fréquentations aussi des enfants. Il y a le milieu même scolaire des enfants, qui fait que bon, dans certains établissements, malheureusement, on voit que les enfants s'adonnent de plus en plus à la consommation de la drogue et tout cela. L'environnement déteint véritablement sur l'enfant. Voilà, l'environnement déteint sur l'enfant. Donc il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Le facteur récurrent, c'est plus la fuite en avant des parents. Oui, je dirais. D'accord. Oui. Alors comment se fait Ils ne la s'impliquent pas suffisamment dans l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qu'ils devaient faire ces parents normalement? Bon, pour ceux qui sont confrontés à notre système, dès lors que le parent s'implique dans les mesures qui sont mises en œuvre pour le redressement de l'enfant, ça marche. On arrive à rattraper la déviation de l'enfant. Mais bon, il y a des parents qu'on a beau convoquer, ils ne se présenteront jamais. Ils vous diront que je n'ai même pas suffisamment de moyens pour m'occuper de ceux qui sont sain, disons, sain entre griffes. Bon, donc, je n'ai pas le temps pour celui qui est déviant. Je n'ai pas le temps pour celui qui est déviant. Bon. Et puis, il y a souvent aussi un phénomène qu'il ne faut pas occulter, les séparations des parents. Les crises familiales. Les crises familiales déteignent beaucoup sur les jeunes. Parce qu'ils sont en pleine croissance, leur esprit est encore fragile. Et quand il y a les crises entre les parents, les enfants ont souvent tendance à prendre parti pour l'un ou pour l'autre et ça les perturbe sérieusement. Il y a un fait majeur qui fait couler beaucoup de salive actuellement en Côte d'Ivoire, c'est l'arrivée des microbes. Oui. Qui étaient auparavant existants, aujourd'hui qui est fait surface. Ce sont des mineurs donc, qui s'attaquent aux différents passants, aux personnes âgées. Que prévoit véritablement? Est-ce que la loi prévoit des sanctions vis-à-vis de ces enfants-là? La loi est évolutive en fonction des phénomènes qui surgissent. La loi, en fonction des phénomènes, bon, il y a des dispositions particulières qui sont prises. Mais dans l'état actuel des choses, tout dépend de l'âge de ces mineurs. Notre législation en Côte d'Ivoire ici ne permet pas de poursuivre au plan pénal un enfant âgé de moins de 13 ans. Ah bon? Notre disposition ne le permet pas. On ne peut que agir au civil contre les parents. Bon, or, on a constaté que dans le phénomène des microbes, il y a des enfants de 9 ans. Il y a des enfants de moins de 13 ans. Voilà. Il y a des enfants de moins de 13 ans. Donc, c'est difficile. C'est difficile de lutter contre ce phénomène. Je le disais à une autre tribune, je pense
ça c'est un avis personnel que je donne, que le ministère de la Justice à lui seul ne peut pas venir à bout du phénomène des microbes. Il faut une action concertée pour qu'on puisse venir à bout de ces phénomènes-là. D'accord. Alors, quelles sont les différentes prises en charge pour les enfants qui sont donc face à ces différentes procédures judiciaires? Nous avons, disons, 4 types de prise en charge. Nous avons la prise en charge éducative. Qui consiste à? D'abord, pour l'assistance éducative, à rechercher les parents, à faire la conciliation entre le parent et l'enfant, parce qu'il y a des parents qui rejettent leur enfant. Recréer ce cocon familial-là. Oui, recréer les liens familiaux. Et puis amener les parents à collaborer véritablement à la reprise en main de l'éducation de leurs enfants. Donc l'assistance éducative s'en occupe. Il y a aussi la prise en charge par la liberté surveillée, où le juge prend une décision. L'enfant comparaît devant le juge des enfants, mais il décide de le remettre dans la famille, dans sa famille d'origine ou chez quelqu'un, en tout cas digne de foi. Et dans ces conditions, il y a un éducateur qui fait le suivi de l'enfant pendant qu'il reste dans son milieu familial. Il y a aussi la prise en charge qu'on fait par les éducateurs, mais dans un établissement fermé, comme les centres d'observation des mineurs. Et l'enfant ne sort pas, hein? Il ne sort pas. D'accord. Il ne sort pas. C'est dans un établissement fermé. Donc là-bas, il y a des éducateurs qui travaillent sur l'observation du comportement de l'enfant pour pouvoir orienter le juge dans la décision définitive à prendre. Et puis, il y a aussi la prise en charge par la formation à un métier. C'était le centre de réinsertion de Dabo qui s'en occupait, mais maintenant ce centre n'est plus fonctionnel. Et donc nous avons des partenaires avec lesquels nous nous occupons de ce volet-là. Il y a par exemple le centre Abel à Bassam. Un centre, on voit les images qui passent présentement, centre d'accueil des mineurs. Des mineurs, voilà. Donc il y a le centre Abel à Bassam, il y a le centre Amigo à Niangon-Lokwa. Je salue au passage d'ailleurs les responsables de ce centre qui ont fait un travail formidable parce que dans ce centre-là, sur les mineurs qui s'y trouvent, 15 ont été présentés au concours, au récent examen de CEP d'entrée en 6e. Les 15 sont admis. Les 15 présentés sont admis? Oui, ils sont admis. Wow. Donc, ce qui prouve que quand on se donne les moyens de reprendre l'éducation en main, ça marche. Oui. Et 4 ont été présentés au BEPC, 3 sont admis. Sur les 4, soit 75%. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, il y a aussi à Korogo, dans le Nord, le centre Anaed qui s'occupe de la réinsertion socio-professionnelle. D'accord. Alors, dites-nous, plusieurs actions ont été donc menées pour vulgariser les différentes actions de votre département, de votre direction. Est-ce que vous pouvez nous résumer un tant soit peu ces actions-là sur le terrain? Oui, bon, sur le terrain, nous essayons d'agir au plan local et puis au plan international aussi par des partenariats internationaux que nous louons, par des partenariats internationaux. Bon, au plan local, nous essayons d'intensifier les actions D'accord. Nous essayons d'abord de revoir le curriculum de formation des éducateurs pour leur donner plus d'outils, pour leur permettre de faire efficacement leur travail. Vous êtes aussi souvent confronté à d'énormes difficultés sur le terrain. Tout à fait. Sur le terrain, nous avons d'énormes difficultés. Les éducateurs n'ont aucun moyen de locomotion. Donc souvent, ils se déplacent à leur propre frais pour rechercher les parents. Bon, avec la crise, il faut réhabiliter les locaux, il faut absolument les réhabiliter. On a bénéficié par exemple de la réhabilitation du centre d'observation des mineurs de Boaké, mais par manque de moyens, nous n'arrivons pas à ouvrir. Il nous faut du matériel de cuisine, la literie et tout ça pour pouvoir réouvrir ces centres-là. Bon, les difficultés sont énormes, surtout financières et puis bon... logistique surtout. D'accord. Alors les perspectives pour votre direction? Les perspectives sont nombreuses. Nous en avons à court terme, à moyen et à long terme. Bon, à court terme, nous souhaiterons que nos infrastructures soient réhabilitées. Nous souhaiterons avoir le matériel de travail. Figurez-vous par exemple qu'à Yopougon, le service de l'éducation, le service éducatif de Yopougon, auprès du tribunal de Yopougon, n'a même pas les feuilles RAM pour pouvoir travailler. C'est pas possible. Il n'a pas les feuilles RAM pour pouvoir travailler. Bon, donc nous nous débattons
avec le peu de moyens qui nous est donné pour essayer de satisfaire toutes nos structures, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et puis nous lançons un appel à tous ceux qui sont sensibles à la cause des enfants, parce que c'est lorsque un parent a son enfant qui se retrouve dans le sérail de la justice, qui comprend qu'il faut pouvoir faire quelque chose pour cet enfant-là. Donc, ce serait souhaitable que les parents soient plus attentifs aux problèmes de leurs enfants et qu'ils sachent qu'ils sont au sein du ministère de la Justice. Il y a une direction spécifique qui existe pour s'occuper des problèmes de leurs enfants et qui viennent vers cette direction-là. Nous sommes situés aux 2 plateaux, Vallon, non loin du Club House. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Marguerite Kofi. Vous êtes magistrat hors hiérarchie. Voilà, quand on parlait de l'émission, on parlait de magistrat hors hiérarchie. On va revenir rapidement là-dessus. Ça veut dire que j'ai franchi tous les grades de la magistrature. D'accord. Ce qui est bien noté. Alors, et aussi directrice de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Merci à vous et on espère vous retrouver pour un autre thème très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Allez, bonne journée à vous. Merci.